Et pour moi, et pour Miyazaki aussi, c'était vraiment Princesse Mononoke, qui est un film où lui il dit que c'est un tournant dans sa vie, où il donne tout ce qu'il a. Léo Favier, je suis le réalisateur du film Miyazaki, l'esprit de la nature. Princesse Mononoke, un des derniers films d'animation sur cellulo. Dessiné, peint et filmé image par image, entièrement à la main. C'est un documentaire sur la vie et l'œuvre de Miyazaki avec une espèce de focus très important sur sa relation à la nature, et sur la relation entre les personnages de ses films et la nature. Et ça fait écho aujourd'hui à ce que nous on vit, lié à la crise climatique, donc notre relation à la nature est sans doute peut-être en plein bouleversement, et on doit sans doute repenser cette relation-là. C'est vrai que moi j'aime beaucoup, à titre personnel, les films de Miyazaki, et c'est au moment où je les ai découverts enfants, et c'est au moment où je me suis mis à les re-regarder avec mes propres enfants, et j'ai vu que ils étaient fascinés, et moi j'étais toujours fasciné en fait. Et je me suis dit, là il y a quelque chose à faire quand même, parce que ça nous raconte vraiment des choses sur aujourd'hui, sur notre relation qu'on pourrait avoir à la nature, à l'environnement, un environnement qui est en crise. Et aussi, dans les films de Miyazaki, c'est pas seulement des films, c'est aussi une vision du monde. Quand on accumule tous ces films, et on est allé vers Arte avec cette idée-là, de faire intervenir des anthropologues, des philosophes sur l'œuvre de Miyazaki, et on est allé voir aussi les studios Ghibli avec cette idée-là, notamment de faire intervenir Philippe Descola, l'anthropologue Philippe Descola, et ça, aux studios Ghibli, ils ont été assez enchantés aussi, et intéressés par cette idée-là, et on avait vraiment une sorte de connivence comme ça, intellectuelle avec eux. C'est assez complexe parce que nous, on parle pas japonais, donc ça demande de trouver des intermédiaires, qui peuvent être des personnes qui ont travaillé pour eux à différentes reprises, et qui peuvent traduire dans un sens, traduire notre volonté et notre idée. Miyazaki, perfectionniste et obsessionnel, reprend lui-même plus de 80 000 des 144 000 dessins. Alors quand on a démarré le documentaire, ça faisait déjà 10 ans que Miyazaki donnait plus d'interviews. Pour moi, c'était assez clair que ça allait sûrement pas être possible. Après, on a fait la demande aussi, et évidemment, c'était pas possible. Mais en même temps, Miyazaki, il a intervenu de nombreuses fois à la télévision. On a vraiment une quantité comme ça d'archives très importante depuis presque le milieu des années 80. Et cette matière-là, pour moi, filmique, elle était beaucoup plus intéressante qu'une interview aujourd'hui, où on voit déjà, en plus avec le fait que quand on fait des interviews avec des Japonais, quand on est non japonais comme moi, on passe par des traducteurs, donc c'est une espèce de lourdeur de l'interview, et la parole, elle est pas forcément si libre comparée à d'autres matières qu'on avait sur les archives. Donc j'étais pas inquiet du fait qu'avec la matière qu'on avait, on puisse faire un film vraiment très proche de lui, en fait. Quand j'ai démarré l'idée, c'était vraiment sur des grands motifs que j'avais vus dans ses films et qui avaient été beaucoup commentés, et j'étais pas aussi au fait de toutes les prises de parole qu'il avait eues, et aussi au fait de nombreux articles qu'il a écrits. C'est très introspectif, et ça parle des fois de ses rêves. Et ça, je trouve que c'est fascinant quand un artiste qui est un réalisateur de films d'animation, qui passe son temps à faire des dessins et à s'intéresser au rythme, en fait, on voit que sa fascination la plus profonde à cette période-là de sa vie, c'est les arts. Alors, c'est vrai que moi, la façon dont j'aime travailler, c'est quand même d'écrire beaucoup, d'écrire au maximum, de trouver une structure narrative. On est sur une vie entière, c'est un film biographique, qui a une structure biographique, mais c'est l'idée par où est-ce qu'on démarre. Et donc, on peut démarrer par l'enfance, mais on peut aussi démarrer par un point qui est un peu une espèce de point culminant de la vie, une espèce d'intensité. Et pour moi, et pour Miyazaki aussi, c'était vraiment Princesse Mononoke, qui est un film où lui il dit que c'est un tournant dans sa vie, où il donne tout ce qu'il a, et toute son énergie, mais aussi toute la violence, tout son désespoir, et donc il y a des images d'une grande violence, et d'une extrême beauté, et en même temps c'est le dernier film qui est fait à la main, entièrement, pas colorisé, mais vraiment dessiné entièrement à la main, et c'est le premier film où les studios Ghibli ont autant de budget. Il y a une espèce d'intensité dans ce film qu'on ressent comme spectateur, mais qu'on trouve aussi dans les archives, et donc moi j'avais vraiment envie que mon documentaire se lance sur cette période clé. Un travail titanesque, qui lui permet de donner vie à sa vision d'un écosystème où s'entremêlent végétal, animal, bêtes géantes et esprits. Avec Miyazaki, il y a un truc très fort, c'est que selon les personnes à qui on demande, ils ont tous un film préféré et une scène préférée. Ce film intègre différentes subjectivités, qui sont celles de ma monteuse, qui sont les miennes, de mon producteur, et en même temps, on a quand même ce fil rouge de la nature. C'est vrai qu'il y a plusieurs axes, on pourrait parler de différentes choses.
avec Miyazaki, de la récurrence des personnages féminins, enfin d'un point de vue féministe, on pourrait parler de son point de vue pacifiste aussi, qu'il a des lignes comme ça très tenues. Mais nous, on s'intéresse vraiment à ce rapport de la nature, et ça se symbolise par des images et des extraits, et par certains films aussi. Et après, les personnes qu'on est allé rencontrer, anthropologues, philosophes, eux, ils avaient d'autres extraits en tête, qui étaient pour eux tout à fait pertinents selon leur pratique. Quand on a rencontré Timothy Morton, philosophe, à Houston, pour lui, il nous parle de cette scène dans Ponyo, où la mère prépare une boisson chaude aux enfants. Et pour lui, cette scène, elle était emblématique de tout ce que Miyazaki raconte. Et moi, je n'y avais pas du tout pensé. Et c'est vrai qu'elle ouvre les rideaux et dehors, c'est la tempête. Le monde se déchaîne. Et ça, c'est des choses dont j'avais évidemment pas conscience, qui sont des bonnes surprises quand on fait des documentaires et qu'on se laisse emporter par les gens qu'on rencontre aussi. Il y a un rapport du merveilleux dans la mise en scène de la nature chez Miyazaki, mais c'est une nature elle est belle, mais elle peut être aussi terrifiante. Il y a cette espèce de dualité qu'on retrouve dans plein d'aspects de sa vie aussi. On a perdu l'idée que la nature, elle pouvait être effrayante et terrible et incontrôlable. Je pense que c'est ce que les films de Miyazaki racontent, c'est cette idée qu'on ne peut pas s'empêcher de contrôler, puis en même temps on est débordé tout le temps. Ce point de vue-là de Miyazaki, il est aussi profondément japonais, d'une part par la culture shintoïsme qui est quand même imprégnée d'animisme, où chaque chose a une âme, que ce soit un arbre, un caillou, le vent, et aussi de par l'histoire du Japon et l'histoire du Japon de la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, ou espèce de destruction complète d'un pays par la bombe atomique aussi, et en même temps un pays qui est situé sur une faille sismique qui fait que régulièrement tout s'effondre, tout est détruit et il faut reconstruire. En Europe, on peine à appréhender cette idée on est sur une terre qui tremble et qui apporte des cataclysmes tout le temps, et on y peut un peu rien. Donc c'est quand même les films de Miyazaki sont quand même, dans un sens, oui, même plus dans un sens, profondément japonais.